Je me présente, Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir ici aussi au Sénat. Et puis, de permettre au MRFRB, un mouvement français pour un revenu de base, de pouvoir organiser ce colloque ici, renforcer le contrat social, quel revenu pour une société plus solidaire. Il me semblait important que ça puisse se passer et qu'on puisse avoir ce moment, cette journée d'échange ici dans ces lieux au Sénat, et je vous en parlerai un peu dans la suite et vous direz pourquoi. Donc cette question est quelque peu rhétorique, hein, vous l'avez compris. Renforcer le contrat social, quel revenu pour une société plus solidaire, et c'est du revenu universel que nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, dans sa version traditionnellement acceptée, mais aussi dans sa version revisitée par le pouvoir exécutif, avec la formulation surprenante, pour ne pas dire paradoxale, de revenu universel d'activité. Et nous tâcherons d'ailleurs de voir si nous parlons bien de la même chose. Je suis donc ravi de vous accueillir au Sénat, car notre institution a une histoire riche, bien que récente, avec le revenu universel. Parfois, on me demande à quoi sert un parlementaire d'opposition. Il est vrai que notre capacité à faire adopter des amendements qui changent la face d'une loi est faible, même si ça arrive. Il est vrai qu'on ne voit pas toujours l'intérêt de défendre inlassablement et avec des trésors d'énergie une position qui n'a que peu de chances de convaincre. Alors, au-delà de l'impérieuse nécessité de porter la contradiction pour faire vivre le débat démocratique, j'aime souvent raconter l'histoire du revenu de base au Sénat. Si le MFRB a beaucoup œuvré depuis sa création en 2013, si avant cela, des pionniers comme Philippe Von Parijs, comme Yolande Bresson et son association pour l'instauration d'un revenu d'existence n'ont pas ménagé leurs efforts pour porter cette idée révolutionnaire, force est de constater qu'avant 2016, le revenu universel est un sujet relativement anonyme, réservé à des initiés et qui ne s'est pas encore invité dans le débat public. Après un premier colloque au Sénat en 2015, organisé par mon ancien collègue Gaëtan Gors, avec le MFRB, je vais y arriver à force, LR, les choses vont s'accélérer. C'est une proposition de résolution qui a examiné en mai 2016 à la demande du groupe écologiste et de mon ancien collègue Jean Desessard, dont j'excuse la présence aujourd'hui, et d'où nous regrettons l'absence contrainte aujourd'hui, mais qui a participé aussi à la construction, à l'élaboration de ce colloque. À l'époque, cette proposition, qui invitait ambitieusement le gouvernement à mettre en œuvre le revenu universel, est massivement rejetée par le Sénat. Pour la petite histoire, sachez que seuls les membres du groupe écologiste avaient voté en faveur du texte, ainsi que, et c'est à souligner, Jean-Baptiste Lemoyne, qui était alors sénateur républicain et aujourd'hui secrétaire d'État au Quai d'Orsay. Le groupe socialiste était alors unanimement abstenu, faisant valoir que le sujet était un peu jeune et demandant une mission commune d'information pour étudier la question. Cette mission a travaillé du 31 mai au 13 octobre 2016, entendant plus de 99 personnes, réalisant 2 déplacements aux Pays-Bas et en Finlande, où le revenu de base faisait l'objet de l'expérimentation, et a produit l'excellent rapport « Le revenu de base en France, de l'utopie à l'expérimentation ». Ce travail a permis de mettre dans les débats publics et de crédibiliser une mesure qui jusque-là semblait impensable. Il est venu donner énormément de corps et de force aux propos de plusieurs candidates et candidats déclarés à l'élection présidentielle via les primaires de leur formation, qui proposaient le revenu universel. Je pense à Karima Delli, à Cécile Duflot, à Yannick Jadot, à Benoît Hamon, bien sûr, et à Michel Rivasi. La suite, vous la connaissez, le revenu universel est la proposition phare de la campagne présidentielle, celle qui a le plus animé les débats publics comme familiaux, qui a le plus marqué les esprits. Elle était encore un peu jeune, et Benoît Hamon a hésité quand il a fallu la détailler pleinement, d'autant que le PS ne s'était pas unanimement emparé du sujet, il n'avait pas complètement soutenu. Toujours est-il que, malgré l'échec de Benoît Hamon, le revenu universel a fait sa place. Alors, à quoi sert un parlementaire d'opposition ? Je vous en parlais tout à l'heure. Il sert à faire vivre le débat, à utiliser la caisse de résonance que représente le Parlement de la République pour porter des idées neuves et innovantes, jusque-là dans le débat public national. C'est dans ce même esprit qu'avec mon groupe, nous avons demandé récemment une mission d'information et produit un rapport sénatorial sur la gratuité des transports collectifs.
Et de la même manière, je pourrais parler des travaux sur l'herboristerie de mon collègue Joël Labbé et de bien d'autres. Quand je parle de Joël Labbé, il y avait un colloque très récent dans cette même salle sur le bilan de sa loi sur l'interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces publics. Donc on voit que le travail d'opposition, que le travail d'un sénateur peut porter ses fruits et peut faire avancer le débat. Mais revenons au revenu universel. Quelles sont les raisons de ce succès ? Succès qui invite même le président de la République à reprendre le terme dans ce qui semble plus s'apparenter à une opération de communication qu'autre chose. Mais je ne veux pas davantage empiéter sur l'objet de la première table ronde. La première raison, c'est que le revenu universel est un formidable outil de lutte contre la pauvreté et la précarité. On y reviendra en détail, mais les chiffres sont accablants. La pauvreté est en augmentation dans notre pays avec plus de 9 millions d'individus, soit la proportion la plus élevée depuis les années 70. Pour autant, les inégalités structurelles, les situations également de précarité ne cessent d'augmenter et atteignent des proportions tellement invraisemblables que même les économistes les plus libéraux s'inquiètent pour la pérennité du système économique. Le modèle social français ne protège que partiellement nos compatriotes et présente un certain nombre de failles. Face à un discours de plus en plus individualiste, dénonçant l'assistanat, notre modèle social tend à stigmatiser les plus précaires. Ce que l'on appelle communément l'épreuve du guichet, sa bureaucratie est invraisemblable et n'est pas toujours comprise et éloigne les plus modestes des prestations auxquelles ils ont droit. Résultat des courses, le taux de recours au RSA est colossal. De 30 à 40% des bénéficiaires potentiels ne le demandent pas. Il me semble que c'est bon de le rappeler régulièrement. Enfin, la possibilité de cumuler un emploi précaire et une prestation sociale constitue des trappes à chômage, condamnant ceux qui y sont piégés à la précarité. Par sa simplicité, donc, le revenu universel règle tous ces problèmes d'un coup. Il est universel, touché par tout le monde et donc ne stigmatise personne. Il est versé automatiquement, sans avoir besoin de le demander, et donc met fin au non-recours. Il est cumulable avec tout autre type de revenu permettant à chacun de vivre décemment, en travaillant même à temps partiel. Comme le dit si justement le MFRB, le revenu universel est le pilier manquant de notre protection sociale. D'aucuns s'en sont emparés pour mener des expérimentations concrètes de lutte contre la pauvreté directement inspirées du revenu de base. Que cela soit les projets de collectivités locales, comme le revenu de base proposé par 19 départements, le projet de la commune de Grande-Synthe, ou des expérimentations citoyennes, comme le projet Mon Revenu de base ou le projet Terra. Le revenu de base fait des émules. Notre deuxième table ronde aura pour objet de présenter et de réfléchir autour de ces expérimentations concrètes. En attendant, je l'espère, que le gouvernement se décide à lancer l'expérimentation nationale que proposait le Sénat dans son rapport. En effet, le revenu de base va devenir indispensable. Indispensable pour lutter contre le chômage structurel, qui semble bien parti pour augmenter, à mesure que la mécanisation, l'automatisation des gains de productivité augmentent, à mesure que la population s'accroît et que la durée de vie s'allonge. J'aimerais d'ailleurs faire une petite parenthèse. Nous n'avons pas inscrit la question du financement au programme de la journée, qui est déjà très dense, et je pense que nous pourrions partir en séminaire plusieurs semaines pour envisager le revenu de base sous toutes ses coutures. Mais je tiens à noter ici que le revenu de base pose aussi la question de notre protection sociale, reposant essentiellement sur le salariat, et qui doit impérativement élargir son assiette vers les plateformes numériques de l'économie ubérisée et vers les robots, ou en tout cas les gains de productivité, pour asseoir sa pérennité à mesure que le travail salarié diminue. Le revenu universel, donc, c'est aussi la possibilité d'organiser un partage volontaire du temps de travail ou même d'envisager une nouvelle réduction de la durée légale du temps de travail plutôt que le partage sauvage du travail qu'opère le marché aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où ceux qui travaillent souvent trop, ce que l'on appelle le burn-out, hélas bien connu, alors que dans le même temps, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas travailler et sont alors stigmatisés, comme des fainéants. Parfois, on parle d'assistés. Le marché organise sauvagement l'inéluctable partage du travail, alors que la gauche semble avoir un peu oublié le combat centenaire pour la réduction du temps de travail. Notre société regarde avec angoisse cette réduction de l'emploi, alors qu'il faudrait la regarder avec l'optimisme d'André Gortz et la volonté de marcher ensemble vers la civilisation du temps libéré. Mais pour cela, il faut recommencer à distinguer
le travail de l'emploi. Pour cela, il faut diagnostiquer le phénomène de bore-out qui entraîne la perte de sens, l'ennui au travail, pour un tiers de nos concitoyens qui ne voient plus le sens de leur activité professionnelle. Souvent une activité de service, d'intermédiaires commerciaux, de conseils, de marketing, pas toujours très utile et rarement gratifiant. Un phénomène que l'on voit de plus souvent se développer dans les administrations, dans la réorganisation des administrations, où nous avons des personnes qui ne retrouvent plus sens à leur travail. Il faut également faire entendre que la création croissante et souvent artificielle de richesses entraîne une destruction bien réelle de notre environnement et que l'impératif écologique entraîne la nécessité absolue de réduire la voilure de l'activité économique. Cela permettra d'observer que les activités les plus utiles et les plus bénéfiques à la société et à la planète sont souvent des activités non ou peu marchandes. Alors, quand l'on pourra distinguer le travail de l'emploi, nous pourrons envisager la révolution qu'est le revenu universel. C'est-à-dire alors le découplage du revenu et de l'emploi, ou encore la rémunération de toutes les formes de travail, et pas seulement celles qui font gonfler le PIB, c'est-à-dire la capacité d'autodétermination des individus pour ne pas dépendre d'un travail qu'ils n'ont pas choisi. Le débat fait rage sur la valeur travail, et c'est le principal obstacle que doit surmonter le revenu universel. Mais pour cela, il faut redéfinir les termes de ce débat qui ont beaucoup trop longtemps été laissés à la droite. Aujourd'hui, travail est devenu synonyme d'emploi, et donc en dehors des employés du service public, de la capacité à produire de la richesse monétaire, bref, de la croissance. C'est donc le marché qui définit le travail, qui définit ce qui mérite rémunération ou pas. Je ne vous apprendrai pas que le marché ne fait que peu cas de choses aussi triviales que l'intérêt général, le bien commun ou la préservation de l'environnement. Aussi, le revenu universel est aussi l'indispensable levier de la société que nous appelons de nos voeux, une société de justice sociale, une société de coopération, une société écologiquement responsable, et c'est l'objet de notre troisième table ronde tout à l'heure. Je ne serai donc pas plus long. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre attention. Et je passe la parole à Fanny Deltruel, et je vous souhaite une excellente journée et un excellent colloque. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis un peu plus petite. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir de voir que le revenu de base intéresse autant de monde. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le sénateur Guillaume Gontard de nous avoir permis d'organiser cette journée de colloque au Sénat. Donc cette journée que nous avons intitulée « Renforcer la protection sociale, quel revenu pour une société plus solidaire ». Bon, je vais être assez courte parce que M. Gontard a déjà défini quand même pas mal de choses sur cette journée. Je vais juste commencer par quelques éléments sur le mouvement français pour un revenu de base, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre association. Donc, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en mars 2013 et qui s'est donné pour objectif de promouvoir le revenu universel dans le débat public jusqu'à son instauration, et notamment par des actions de plaidoyer et des actions d'éducation populaire. Donc, il regroupe de nombreuses dynamiques locales sur tout le territoire français et il fonctionne selon les principes de gouvernance partagée tirés de la sociocratie. Donc, le MFRB n'est affilié à aucun parti, donc c'est assez important de le dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut aussi collaborer avec tous les partis. Mais évidemment, il est intimement lié aux questions politiques puisqu'il amène à une réflexion sur l'organisation de la cité et de la vie sociale. Comme le MFRB ne promeut pas une vision unique de revenu de base, il rend visible en fait les différentes propositions. Il réunit aussi, on peut dire, une grande diversité de citoyens. Je vais également commencer par une définition. Donc, je vais revenir sur la définition du revenu de base tel que nous l'avons énoncé dans la charte du mouvement français pour un revenu de base. Comme ça, au moins, on est tous d'accord sur ce dont on parle aujourd'hui. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable, alors ça c'est important, cumulable avec d'autres revenus, distribués par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance jusqu'à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie,
dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc, ce qui est important à retenir dans cette définition, c'est qu'on ne voit pas le revenu universel comme la solution miracle à tous les problèmes de la société, mais bien comme un outil, un levier économique en fait, qui permettrait d'améliorer la situation de beaucoup de gens, notamment grâce à l'émancipation que ça pourrait amener, et aussi un moyen de réduire les inégalités qui, comme M. Gontard l'a dit, explosent aujourd'hui. Je vais ensuite revenir un peu sur le contexte de cette journée, comment nous on l'a imaginé. Alors pour revenir un peu en arrière, donc effectivement, il y a un an, le gouvernement a a proposé son plan de lutte contre la pauvreté et a parlé d'un revenu universel d'activité. Donc revenu universel, nous forcément, ça nous parle. Donc on en parlera pendant la première table ronde, mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'un revenu universel quand on parle de revenu universel d'activité ? La question est posée. La concertation a été lancée en juin par le gouvernement avec des collèges associatifs. Là, depuis 2 semaines, en ligne, il y a une plateforme en ligne pour faire des contributions. Nous, au MFRB, on a mis une contribution justement contre la proposition du gouvernement pour faire entendre aussi notre point de vue. Bon, au-delà, évidemment, de cette actualité politique récente, nous, cette journée de colloque, nous l'avons imaginée autour des enjeux qui touchent de près ou de loin le revenu de base, afin donc de défendre différents points de vue, également de discuter des expérimentations de vrais revenus de base qui sont en cours en France aujourd'hui et dont tout le monde n'a pas forcément entendu parler. Et également, l'idée, c'est de se pencher plus largement sur les éléments clés d'un projet de société au sein duquel justice sociale et solidarité occuperaient une place centrale. Alors, si certains pensaient que le revenu de base avait été enterré après la défaite de Benoît Hamon au présidentiel de 2017, l'actualité leur donne tort. Et il est grand temps de remettre le sujet au cœur des débats, notamment avec donc, le contexte un peu qui arrive, cette année qui va être assez riche. On le sait, donc il y a cette concertation du gouvernement qui nous donne l'occasion, nous, d'affirmer notre point de vue sur le sujet. Il y a aussi les municipales en 2020 qui seront aussi un moment pour remettre le sujet au cœur du débat. Et également, on sait qu'il y a une initiative citoyenne européenne qui est en cours de préparation pour justement défendre le revenu universel au niveau de l'Europe. Donc on le voit en fait, aujourd'hui c'est à tous les échelons un peu que le sujet est débattu. Je vais donc juste vite fait revenir sur l'organisation de cette journée, même si M. Gontard en a parlé et que vous avez tous vu le programme. Donc c'est juste pour vous donner un peu de contexte sur la journée comme on l'a imaginé. Donc la première table ronde va nous permettre de nous interroger sur les enjeux qui se jouent réellement derrière le revenu universel d'activité donc proposé par le gouvernement, et puis de donner le point de vue de différentes associations civiles aussi qui participent au débat. Une deuxième table ronde donc, qui nous permettra de discuter des expérimentations existantes de vrais revenus de base en France et quelles seraient les mesures législatives qui devraient être mises en place pour leur élargissement. Alors, je tiens déjà à annoncer avec regret que Mme Grélard-Nedelec, qui devait venir pour discuter du projet des 18 départements de Gironde, ne pourra pas être là à cause des perturbations de train. Donc voilà. On essaiera quand même d'en dire 2-3 mots peut-être au pied levé. Et enfin, nous terminerons la journée avec une troisième table ronde sur les problématiques actuelles. Donc, on va élargir un peu le débat pour parler aussi des projets alternatifs qui existent aujourd'hui. Donc, comme l'a dit M. Gontard, nous avons dû faire des choix. Donc, par exemple, on a fait le choix conscient de ne pas faire de table ronde à proprement parler sur les financements et sur les méthodes de financement, parce que c'est déjà sujet à beaucoup de débats et derrière aussi chaque méthode de financement, il y a des idéologies. Et puis, comme je vous ai dit, le Mouvement français pour un revenu de base n'est affilié à aucun parti. Donc voilà, donc on a fait ce choix-là. Mais le point important à retenir, selon nous, c'est qu'avec une volonté politique forte, nous pourrions assurer des conditions de vie dignes à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Mais cela signifierait avant tout de défendre une société où la justice sociale serait au cœur du projet. Et c'est surtout aujourd'hui à l'imaginaire collectif, c'est l'imaginaire collectif qui doit être renouvelé afin d'aller vers une société plus juste et plus solidaire.